Le métier de barbier, c'est l'un des métiers les plus anciens que l'on retrouve dans les sources écrites, un métier à la longue histoire, pleine de rebondissements, d'évolutions et d'adaptations. Alors oui, parfois, les sources sont un peu éparses, mais on peut quand même retracer l'histoire des barbiers à travers les récits autobiographiques, des recueils d'anecdotes ou de blagues de l'Antiquité, mais aussi en suivant l'histoire de la médecine, de l'hygiène ou encore celle des normes sociales. Quand on s'y plonge sérieusement, on se rend vite compte que les barbiers ont joué un rôle bien plus important qu'on ne l'imagine dans le développement des civilisations. Et pourtant, il manque aujourd'hui un ouvrage de référence qui raconterait cette histoire. Alors non, ce podcast, Sur le fil, n'a pas la prétention de combler ce manque, mais il a l'ambition d'ouvrir une réflexion. Ensemble, on va tenter de comprendre comment le métier de barbier est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Parce que ce qui est fascinant, c'est que le barbier a toujours su s'adapter au contexte culturel, politique, religieux. Il a été chirurgien, artisan, confident, psychologue, mais surtout, il a su perdurer. Aujourd'hui encore, ce métier continue d'évoluer. Il renaît sous de nouvelles formes, attire des clientèles variées. Et en comprendre l'évolution, c'est aussi interroger sur les transformations de nos sociétés. Alors, préparez-vous à plonger dans une épopée traversant les continents et les siècles, des divinités mésopotamiennes en passant par les rituels des prêtres en Égypte, des inquiétudes politiques de la société romaine aux chirurgiens du Moyen-Âge et jusqu'aux défis du monde contemporain. Parce que derrière chaque rasoir bien affûté, il y a une époque et une histoire. Je suis Guillaume et bienvenue dans Sur le fil. Alors, on fait quoi aujourd'hui ? Commençons donc notre voyage avec une escale en Mésopotamie, au XXVe siècle avant Jésus-Christ. Dans cette civilisation, nous pouvons déjà voir des mentions du métier de barbier. Il est très important de noter, d'ailleurs, que le rôle du coiffeur-barbier semble être attribué à la même personne. Sugi-da, le terme utilisé pour désigner les coiffeurs-barbiers, est aussi le même terme utilisé pour désigner le rasoir, qui est à l'époque l'outil principal de la profession. Grâce aux découvertes archéologiques, des tablettes d'argile, nous savons que les barbiers étaient présents dans les villes de Nippur, Ur et Uruk. Dans certains textes administratifs, on peut voir des mentions de leur statut, et on peut noter qu'ils pouvaient être masculins ou féminins. Dans ces textes administratifs, nous pouvons voir que les barbiers bénéficiaient de rations substantielles, ce qui démontre leur statut élevé dans la société. Nous savons aussi que les barbiers étaient dotés de fonctions rituelles, et de manière plus anecdotique, ils pouvaient être aussi dotés de fonctions administratives. Alors, quelle est la place du barbier en Mésopotamie ? Eh bien, sa place est essentielle dans la société. Comme on peut le voir dans l'Histoire du poil, écrit sous la direction de Marie-France Ozepi et Joël Cornette, la barbe et le cheveu sont très importants en Mésopotamie. L'arrangement des poils est un outil de distinction sociale et rituelle. On peut même noter que dans l'épopée de Gilgamesh, lors de sa rencontre avec Enkidu, il est choqué par sa surabondance de poils. Si on veut encore plus souligner leur importance, on peut regarder du côté des divinités. La religion en Mésopotamie est un sujet complexe que je vais devoir simplifier ici. La société mésopotamienne est polythéiste et propose des divinités majeures et mineures. Certaines divinités peuvent avoir des serviteurs qui sont aussi des divinités, mais à un rang moins élevé. On peut noter au moins 2 divinités qui reflètent l'importance des barbiers. La première est une divinité mineure dont on ne possède que peu d'informations. Kindasi. Cette divinité est mentionnée notamment sur une tête de masse dédiée par la reine Ninkagina pour le roi de Lagash. Cette divinité est désignée comme le coiffeur divin du dieu Ningirsu. Son rôle est lié au rituel de purification et de soins. La deuxième divinité que nous pouvons citer ici est Ninkarnuna. Ici, plusieurs sources majeures montrent qu'un culte lui est attribué dans les villes de Nippur et de Babylone. Il est associé au dieu Ninurta
dont il est le masseur et le barbier. Que peut-on tirer de ces deux divinités ? Alors, si on voit le monde divin en Mésopotamie comme un reflet de la société terrestre, alors ces deux divinités nous montrent que les barbiers étaient responsables des soins corporels et rituels. Le fait que ces deux divinités soient liées à cette profession en montre alors l'importance. Si nous voyageons un petit peu à la même époque, en Égypte, nous pouvons avoir une image quasi similaire du barbier. Cependant, plus de sources confirment ce que nous avons déjà vu en Mésopotamie, notamment du point de vue des outils utilisés, les archéologues ayant retrouvé de nombreux rasoirs en cuivre et en bronze, des hachettes, des fers, ainsi que des paniers pour les transporter. Les barbiers semblaient alors travailler en extérieur ou dans les temples. Tout comme en Mésopotamie, le barbier en Égypte a deux rôles principaux. Le premier étant le rôle esthétique, qui va aider à déterminer le rang social de chaque individu. Nous savons aussi qu'ils avaient une fonction rituelle. Ils rasaient entièrement les prêtres, tête, crâne et corps, car, pour pratiquer les rituels, les prêtres ne devaient présenter aucune pilosité. En Égypte, nous pouvons noter aussi que les barbiers avaient un rôle funéraire, car ils devaient préparer les corps avant la momification. Dans ces deux civilisations, le métier de barbier était bien plus qu'une simple occupation artisanale. Leur rôle s'étendait à des fonctions administratives ou symboliques, ou alors à des pratiques religieuses et funéraires. Faisons maintenant un léger saut dans l'espace-temps. Nous voilà en Grèce, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans cette société, le barbier est partout, dans la rue, sur les places du marché, mais surtout, il est dans sa boutique. Comme le souligne Frank Nicholson en 1891, déjà, les barbiers grecs étaient non seulement chargés de raser, couper les cheveux, coiffer, épiler, prendre soin du corps, mais ils étaient aussi un vecteur de sociabilisation. Agissant comme de véritables intermédiaires culturels, les salons de barbiers étaient un lieu d'échange politique, philosophique et même de potin. Et ce n'est pas un hasard si Socrate ou Aristophane mentionnent ces lieux dans leurs dialogues ou dans leurs pièces. C'est parce qu'on y échange des idées, on y débat. À l'image de la tradition hermétique, c'est un espace d'éducation informelle, presque philosophique, où des idées parfois dissidentes sont passées entre initiés. Après ce bref passage en Grèce antique, dirigeons-nous vers Rome, où les choses évoluent encore. Le barbier, appelé tonsor, devient une figure bien installée dans le paysage urbain. On ne peut pas faire plus de 3 pas dans une rue populaire sans tomber sur une tonstrina, c'est-à-dire un salon de barbier à ciel ouvert. Le barbier y rase, coupe et arrache les poils, mais surtout, il observe, il écoute, il relaie. Jerry Toner, dans son article de 2015, intitulé Barbers, Barbershop and Searching for Roman Popular Culture, nous montre à quel point ces barbiers jouaient un rôle de nœud social dans la culture populaire romaine. Il y ajoute même que le barbier est un acteur de la vie politique, car il devient une voix du peuple et un révélateur des tensions sociales. On comprend vite que ces lieux ne servaient pas uniquement à se faire beau, ils étaient aussi une forme de média local. Nous pouvons noter quelques textes d'aristocrates romains qui nous montrent que le barbier faisait peur, car il avait un pouvoir politique. Et c'est bien là toute la subtilité du métier. Il s'adapte au rôle que la société lui donne. En Grèce, il est passeur de savoir. À Rome, il devient une figure politique, vecteur de satire. Tournons une autre page maintenant, et allons au Moyen-Âge, dans ce qui est actuellement la France. À cette époque, le métier de barbier prend une tournure encore différente. On parle de barbier chirurgien, et ce n'est pas du tout une image. Les barbiers ne se contentaient plus de tailler le poil. Ils pratiquaient aussi des saignées, des extractions dentaires, et parfois même des amputations mineures. Donc oui, c'est bien le barbier qui vous charcutait en même temps qu'il vous faisait votre dégradé. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les médecins formés à l'université refusaient les actes manuels. Ils diagnostiquaient, donnaient des conseils, mais laissaient les gestes techniques au barbier. Un décret royal de 1210 en France interdit même aux clercs d'exercer la chirurgie.
la laissant à une corporation distincte. Les résultats, ce sont les barbiers qui se spécialisent dans le sale boulot. Au fil des siècles, ces barbiers chirurgiens s'organisent. En 1268, à Paris, la confrérie des barbiers chirurgiens est officiellement reconnue. Le métier se structure et se codifie. Mais cette reconnaissance a aussi un prix. Bien que les barbiers restent chirurgiens pendant plusieurs siècles, en 1743, un tournant décisif survient. Louis XV signe un édit royal qui sépare officiellement les chirurgiens des barbiers. Les chirurgiens obtiennent un statut académique supérieur. Les barbiers, eux, sont relégués à la seule sphère de la coiffure et du rasage. C'est à la fois une perte de pouvoir et un moment clé de réinvention, car privés de la médecine, les barbiers se replient sur leur savoir-faire artisanal et développent de nouvelles manières de valoriser leur métier. Le soin devient esthétique. On retrouve des salons partout dans les villes, dans les villages, et un savoir-faire transmis de génération en génération. Une première séparation du métier de coiffeur et de barbier survient aussi à cette époque. En effet, la mode est à la perruque. Une nouvelle caste se crée alors, celle des perruquiers. C'est un des premiers fondements qui va nous mener à la séparation que l'on connaît aujourd'hui entre coiffeur et barbier. Arrive alors le XIXe siècle, avec ses bouleversements industriels, sociaux et capillaires. Une invention majeure dans les années 1850 change complètement la face du métier de barbier. C'est l'invention du rasoir de sûreté. Désormais, on peut se raser soi-même et sans danger. Mais le barbier ne disparaît pas, il s'adapte encore. Il devient une figure de la modernité urbaine. Dans les grandes villes, ces salons s'installent près des gares et des boulevards. Il incarne le confort, la routine masculine, le soin de soi dans un monde qui s'accélère. Au XXe siècle, dans les années 50-60, c'est encore dans le salon de coiffure que les hommes vont discuter, lire le journal et se faire beau. Le fauteuil de barbier devient un petit théâtre de la virilité tranquille. Mais avec les années 70-80, le métier recule. La mode devient les cheveux longs, naturels. Les chaînes de coiffure se développent et le métier s'industrialise. La standardisation des services et l'essor du capitalisme moderne poussent les hommes à accorder moins de temps à leur bien-être. Les barbiers de quartier ferment peu à peu, jusqu'à ce qu'un renouveau s'amorce à la fin du siècle. Alors oui, c'était rapide, et oui, on ne peut pas retracer toute l'histoire de ce métier dans un seul épisode. Mais on peut voir que, à chaque époque, le barbier se transforme pour rester utile, désirable et reconnu. Ce que ces siècles d'histoire nous montrent, c'est qu'être barbier, ce n'est pas juste couper du poil, c'est savoir se placer dans la société, au bon endroit et au bon moment. Il y aurait encore beaucoup à développer du côté de l'histoire du métier de barbier, notamment son histoire contemporaine. Mais je vais laisser ça pour les prochains épisodes. Cependant, si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez retrouver toutes les sources dans la description. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et rester à l'affût pour un nouvel épisode de Sur le fil. Alors, on fait quoi aujourd'hui ?